Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie et l'honneur de recevoir ce matin Andreï Makine. Bonjour Andreï. Bonjour. Nous, de l'Académie française, je dois rajouter. Non pas que je crois que c'est très important que vous honoriez de votre présence cette Académie française. Vous offrez à vos lecteurs, qui sont de plus en plus nombreux, ce dernier roman qui s'appelle « Prisonnier du rêve écarlate ». C'est publié chez Grasset. C'est un livre, je le dis à chacun de vos livres, mais c'est un livre magnifique. C'est un livre sur Daudet parlait du stupide 19e siècle. On pourrait dire que le 20e est le siècle criminel. Vous nous exposez ce siècle qui a été criminel pas seulement à l'Est, mais aussi à l'Ouest, dans tous les recoins de la Terre. Prisonnier du rêve écarlate, pouvez-vous nous parler de ce titre? Le titre n'était pas facile à trouver, mais je pense que c'est très condensé. Oui. Il est prisonnier d'un rêve. Et à mon sens, Lucien Bert, le personnage, le héros de ce livre, ressent quelque chose qui ressemble à de l'amour. Parce qu'on est amoureux d'un idéal. Un idéal qui peut être fou, qui peut être complètement fallacieux, complètement faux, mais il a cette attirance amoureuse vis-à-vis du communisme. Et tout le livre explique non seulement, si vous voulez, cette passion pour un idéal du communiste, mais pour n'importe quel idéal, pour n'importe quelle utopie. Il y a plusieurs utopies dans le livre. Plusieurs utopies dans le livre. Alors, Lucien Bert est un ouvrier mécanicien dans le nord de la France, à Roubaix. Nous sommes en 1939 et il va partir à Moscou pour toucher son rêve de près. Va commencer des années d'errance, toutes plus apocalyptiques les unes que les autres. J'ai pensé à la 25e heure de Virgile Georgiou en lisant votre livre. Est-ce que cette comparaison vous sied? Une comparaison peut-être plus terre à terre. Vous connaissez sans doute, Anne, le chanteur français Renaud. Oui. Renaud. Connaissez-vous son grand-père maternel? Non. Son grand-père maternel, Oscar Mérieux, jeune communiste, oui. Un mineur qui a quitté l'école à l'âge de 13 ans, mais un vrai prolétaire, qui part à Moscou. Émerveillé comme Lucien Bert. Donc le destin n'a rien d'exceptionnel. Il y avait une foule de gens qui étaient amoureux de la Russie. Mais il revient à la Russie soviétique. Mais il en revient complètement dessillé, déçu. Il s'engage pendant l'occupation, il s'engage d'ailleurs dans le parti de Jacques Doriot, le Parti populaire français. Il est jugé après la libération. Donc c'est un destin un peu concassé, mais qui aurait pu être celui de Lucien Bert. Donc le cas n'est pas unique. Et d'ailleurs, il ne voyage pas seul. Céline a voyagé seule à Moscou et a rapporté une sorte de libelle violent contre le communisme. Gide aussi. Gide, c'est un peu différent. Gide a écrit tout un livre, Le Retour de l'ours, c'est-à-dire que la fameuse mea culpa de Céline, c'est une vingtaine de pages. Mais violente. Une vingtaine de pages assassines pour le régime. Et d'ailleurs, on fait ça par parenthèse, ça aurait pu être d'ailleurs le cas de Baer, mais ce n'est pas un intellectuel, et c'est ça son intérêt. C'est un prolétaire, c'est un homme du peuple. Et bien sûr, vous voyez, l'une des déceptions de Céline, c'était un manque de spiritualité. Il pensait trouver un homme nouveau, mais surélevé, élevé spirituellement. Et il a dit, mais finalement, le seul désir du communisme, la seule idée, c'est bouffer. Il le dit ça avec cette comment vous dire, cette exagération célinienne. Ce réalisme tout de même, parce qu'il est toujours très concret. Il a trouvé trop matérialiste cette société, et ce qui est arrivé aussi à Lucien Bert, mais Lucien Bert, il était mieux préparé que Céline, en ce sens qu'il a appris le russe. Et puis, voyez-vous, son communisme, peut-être naïf,
avait quand même des fondements assez importants. Son père a fait la Première Guerre mondiale, il est revenu, donc la Grande Guerre, il est revenu blessé, et tout à coup, ce jeune garçon, il est né en 18, il est né un jour avant l'armistice, et il découvre qu'il y a quelque part un pays où, si vous voulez, le premier acte du nouveau pouvoir, le pouvoir soviétique, Lénine, a été le décret sur la paix. Donc, tout à coup, la Russie se retire de la guerre et elle refuse de faire ces guerres impérialistes. Et quand même, ça frappe. Quand on a un père, un ancien combattant, ça frappe. D'où le départ de son rêve écarlate. Mais pour continuer la comparaison avec Céline, votre personnage, comme Céline, et c'est la conclusion de votre livre qui est magnifique, c'est que rien ne vaut, il n'y a aucune idéologie ne tient devant la nécessité de l'entraide, l'amour fraternel. Oui, c'est presque plus que l'entraide. Je dirais qu'il s'agit de la communion. Vous voyez, pas du communisme. Non, non. Pas du communisme, pas de la communication, mais communion. La communion. Quand l'autre devient indispensable, oui. Mais spirituellement indispensable. Absolument. C'est-à-dire, on pourrait à la limite s'en passer au niveau matériel. Voyez-vous, c'est pas un profit, c'est pas l'esprit mercantile qu'on trouve dans nos sociétés. Mais spirituellement, elle est. Est-ce que le mot fraternité vous convient ? S'il n'était pas galvaudé sur... Je me méfie, Dostoïevski le disait très bien. Il disait, ne me parlez pas de fraternité, soyez frères, soyez fraternels. Voyez-vous, il est beaucoup plus difficile d'être en communication, en communion fraternelle que de parler... Déjà, le mot fraternité, c'est la théorie, c'est le début de l'idéologie. C'est plus que ça, c'est devenu un slogan, un mot d'ordre. La propagande. Vous savez, quand quelqu'un me dit où il faut aller, nos chemins bifurquent. Ça, c'est très clair. Alors, vous avez une très jolie phrase au début du livre. La culpabilité la plus lourde à porter nous vient toujours de ces âmes muettes que nous abandonnons à l'oubli. Tous vos derniers livres sont en effet des résurrections de Russes dont la vie a été massacrée. Est-ce que c'est... Pas seulement des Russes, parce que là, il s'agit d'un Français. Bien sûr, mais après, on parlera du Français. Oui. Voilà, imaginez ce Lucien Baer qui survit et qui, je ne sais pas, à l'âge de 90 ans, vous le croisez dans la rue. Oui. Vous imaginez quel mystère. Nous avons parlé juste avant l'émission de ces hommes et ces femmes qui avancent dans l'âge, qui représentent de véritables encyclopédies, des bibliothèques vivantes. Oui. Mais lui, c'est une bibliothèque historique. Oui. Et il aurait pu passer inaperçu dans cette foule multicolore qu'on voit dans les rues de Paris, sauf que cet homme qui vacille au bord de l'effacement, au bord du néant, trouve tout à coup une plume ou une voix que je lui prête. C'est la seule différence entre tout ce défilé des personnes qui ont vécu des vies formidables et qui ne trouvent pas tout simplement la chance de cette rencontre. Un aède pour les raconter. Non, tout simplement un scribe très modeste et très humble. Un aède, c'est le mot grec pour scribe. Et vous avez rencontré quelqu'un de ce genre, ou vous connaissiez la vie du grand-père de Renaud? Oui, dans la première partie, le roman commence ainsi d'ailleurs dans le prologue, on voit la rencontre avec le cinéaste franco-polonais avec lequel j'ai fait ce voyage. J'ai rencontré la femme, et on n'en parle pas assez à mon avis, de cette femme, de Daria, qui a sauvé Lucien. C'est une femme russe. Absolument. Oui. On oublie un peu le nombre d'étrangers qui sont arrivés là-bas, qui sont installés, guidés par leurs idéaux communistes, et qui se sont retrouvés dans cet enfer stalinien sans aucune possibilité de repartir,
qui ont purgé parfois 15 ans, 20 ans au goulag, et finalement, qu'est-ce qu'ils deviennent? J'en ai rencontré quelques-uns, par exemple, Elena Frischer, c'est une prisonnière du goulag qui est morte à 84 en laissant des mémoires, mais malheureusement qui ne sont pas à la hauteur, disons, de Chalamov, hein, c'est évident. Mais voyez-vous, quand je lui posais la question, mais Elena, maintenant, vous pouvez repartir en Tchéquie, en Tchécoslovaquie. Il disait, on ne me comprendra pas là-bas. Elle était tellement, si vous voulez, dans cet univers incompréhensible, pénible, torturant, mais qui était le sien. Et c'est la même chose pour Lucien Baer, qui, à mon sens, il nous a apporté quelque chose d'essentiel. Non pas la connaissance des idéologies, ça on peut connaître à la limite grâce aux essayistes, grâce aux philosophes, mais le mystère du dépassement, de la transcendance. Comment, en ayant vécu une vie aussi détruite, et Daria l'a aidé de se reconstituer, comment peut-on arriver vers la lumière? Voilà, c'est ça le thème du livre. Absolument. C'est aller au-delà de l'idéologie et encore une fois de s'entraider, puisque le premier contact entre Lucien et Daria, Lucien sauve Daria. Oui. Il va d'ailleurs la sauver 2 fois. Oui, mais... et en retour, Daria va l'aimer et va lui offrir enfin la paix et le bonheur. Et très étonnamment, c'est dans la forêt. C'est dans la forêt. Vous avez souvent dans vos livres un amour pour la forêt, et la forêt serait en quelque sorte un endroit où le civilisé n'arrive pas, avec tous ses désordres, avec toute sa cruauté, avec toutes c'est plus que la forêt, c'est le cosmos. C'est notre berceau. C'est notre berceau, on l'oublie. Oui, mais on est loin de la ville. Oui, mais et les relations sont plus honnêtes, et on est dans la survie, puisque la vie dans la forêt, c'est extrêmement dur. On s'est construit son nouvel habitacle, ces villes, comme vous dites, mais qui sont des enfers. Vous voyez, en venant ici, j'ai vu cet enfer qui circulait, donc qui défilait le long du périphérique. C'est affreux. C'est une image infernale, voyez-vous. Mais le retour vers le cosmos, vers la nature, leur donne la possibilité de se sentir eux-mêmes. Tout à coup, ils sont là, en face du cosmos, en face de l'univers, en face de Dieu. Il y a une sorte de solitude extrêmement enrichissante dans cette grande forêt. C'est plutôt la taïga, c'est bien plus vaste que n'importe quelle forêt qu'on connaît ici. Je parle de la forêt parce qu'en fait, c'est un monde de vérité. Or, ce livre est un livre sur le mensonge, à l'Est comme à l'Ouest. Vous y revenez sans arrêt. Et le mensonge qui est laid. Lucien a cette phrase extraordinaire, vous êtes faux, tout est faux et vous êtes laid. C'est très intéressant. Ça aurait été beaucoup plus simple que si c'était un simple mensonge. C'est un mensonge extrêmement attractif, séduisant. Ça change tout. Comme tous les mensonges. Voyez-vous, quand Lucien vient en URSS, mais tout n'est pas faux. Tout n'est pas faux. Il trouve une société où il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de chômage, où les femmes commencent à voter en 1917. Il apprend ça comme ça. Il ne s'agit pas d'exprimer mon avis. Ne présentez pas ça comme un progrès. Voilà. Pour voter pour qui? Je pense que ce n'est pas un gain pour les femmes que de voter. Vous voyez, Anne, il faudrait vous envoyer dans la taïga. Ça vous aurait peut-être donné des idées plus calmes et détachées. Non, excusez-moi, mais les événements récents font que les élections me sortent par les yeux. Et voilà. Mais en tout cas, c'était vrai, et les femmes devenaient, dans les années 20, ambassadrices, ministres, etc. Donc, conducteur d'avions, de bombardiers, conducteur de camions, et elle répandait le bitume sur les trottoirs. C'est tout à fait. Tout à fait. Où est le progrès? Mais là, je ne parle pas du progrès, je parle de la perception de Lucien. Je ne défends pas du tout cette idée, n'est-ce pas? Voilà. Je sais que votre réaction est basée sur vos engagements antiféministes. Non, il n'y a aucun engagement dans ce... C'est pas du tout politique, c'est ontologique. Quand il apprend ça, il
les séduit. Un pays où l'ouvrier n'a pas tout le temps la peur dans le ventre parce qu'il va être jeté de l'usine absolument. demain. Oui. Demain. Il n'a pas ça. Oui, ça oui. n'existe pas. Ça peut être attractif, vous voyez. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces acquis? Ça, il faut savoir toujours. Et Dostoïevski a posé ce problème, le prix d'une utopie. Le prix du paradis futur qu'on nous promet. Oui. Et vous vous souvenez, dans les frères Karamazov, c'est extrêmement violent quand Alyosha parle avec Ivan et Ivan mentionne juste une larme d'enfant qu'il faudrait verser pour construire ce monde meilleur. Il dit non. Non. Je vous rends mon ticket pour ce paradis-là. Oui. Ce paradis ne m'intéresse pas parce qu'il y a une souffrance. Aucune larme d'enfant ne vaut ça. Il n'y a aucune larme d'enfant. Et donc, voyez-vous, il faut toujours sous-peser les pour et les contre. Et ce qui est intéressant dans la perception de Lucien, ce n'est pas la perception de Makin qui compte, c'est voir... C'est pour ça qu'on écrit des romans. Sinon, on aurait pu écrire un essai anticommuniste. Ça ne m'intéresse pas du tout, voyez-vous. C'est comment ce jeune communiste est dessillé, et il est dessillé grâce au marxisme. Pourquoi le Marx, avec tout ce qu'on pourrait dire et tout ce qu'on pourrait trouver de faux chez lui, il nous apprend une certaine lucidité. Oui, on vous parle de la guerre pour le patriotisme, etc. Mais non, les intérêts financiers derrière, comme aujourd'hui en Ukraine, n'est-ce pas? Tout simplement des intérêts économiques. Une guerre impérialiste qui peut être considérée comme cela, et pour la Seconde Guerre mondiale aussi. Donc les intérêts financiers. Et on nous parle de je ne sais pas quelle entente cordiale entre l'ouvrier et le patron. Non. Tout simplement, la plus-value qui les intéresse, le profit. Rapport de force. Mais ce qui est amusant, c'est que le Français qui arrive avec son appareil de photo, parce que Lucien a un appareil de photo, il prend des photos et très très vite, il se rend compte qu'on lui présente un village Potemkin. Il se rend compte et il surprend même des conversations de vieux ouvriers et de vieilles ouvrières qui disent « ils sont partis les comédiens ». Donc il y a une mise en scène du bonheur communiste qu'il sent tout de suite. Est-ce que c'est parce qu'il est français ou est-ce que parce qu'il est curieux ou parce que... Il le voit tout de suite. Oui, Anne, je voudrais vous décevoir, les villages Potiomkin n'ont jamais existé. Ah bon? Voilà, c'est une expression... C'est devenu un symbole. C'est devenu un symbole. Oui. Potiomkin, pour recevoir la tsarine, mais c'est quand même la tsarine, se déplace à travers toute la Russie. Oui. Il décorait un tout petit peu les façades des isbas, mais c'est pas grand-chose. Pas plus. Il y a beaucoup plus de villages Potiomkin aujourd'hui en France ou ailleurs, n'est-ce pas? Des vrais villages Potiomkin. Voilà. Qui coûtent beaucoup d'argent. Maintenant, en ce qui concerne la vitrine, le paravent idéologique, c'est vrai que ça existait en Ur, c'est de façon extrêmement puissante, il y avait une vraie propagande, mais est-ce que cette propagande est absente de nos sociétés occidentales? N'imaginez pas que je me réjouisse de ce livre parce qu'il y a une révélation, une mise en scène parfaite de la propagande soviétique. Nous avons la même en France et votre livre le montre parfaitement. Au moment du basculement, Lucien revient et il est pris en main par une journaliste, une sotte journaliste engagée de gauche, frénétique. Vous la simplifiez. La femme est plus profonde. La femme est plus complexe. Non, écoutez, André, j'ai fréquenté ces gens-là. J'étais un notaire en 68. Donc, nos pitiés. Ça, vraiment, je suis désolée, mais j'ai connu tout ça. J'ai connu les manifs pour la guerre au Vietnam, contre la guerre au Vietnam. J'ai tout connu. Mais ça, c'est plutôt plaisant, les manifs contre la guerre au Vietnam. Oui, mais enfin, c'était à ce moment-là, c'était le dilemme, c'était le monde communiste contre le monde libre, vous voyez. Et il y a 50 ans, j'étais encore pour le monde libre. Je croyais que mon monde libre était vraiment libre. Je me suis trompé, mea culpa. Mais ne me parlez pas des intellectuels de gauche avec beaucoup d'admiration, non. Anne, les villages brûlés au napalm, ce n'est pas très joli. Bien sûr, mais évidemment. Maintenant, les intellectuels de gauche... Évidemment, mais ils existent toujours et on continue à brûler les gens. Les intellectuels de gauche que vous rejetez, les Français ou allemands ou américains, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ce sont des âmes égarées. Donc, il faut trouver quelque chose
même dans ces âmes égarées, vous savez, Saint Isaac le Syrien priait même pour les démons. Donc vous qui êtes un catholique combattant, Saint Isaac. Je ne suis pas Saint Isaac. Même pour les démons. Et non seulement pour les âmes perdues. C'est pas bien du tout, mais je ne peux pas prier pour les intellectuels de gauche qui m'ont foutu en l'air ma jeunesse, qui ont foutu en l'air mon université et qui ont entraîné des milliers de Français dans la bêtise la plus terrifiante. C'est un moment négatif de l'histoire. Il faut passer par là pour voir où... On y est toujours, mon ami. On y est toujours. On n'en est pas sorti. Je vous assure. N'est pas sorti. Les voix se lèvent et même les gens que vous rejetez, ils commencent quand même à, Dieu vous entende. Être un peu raisonnés. Dieu vous entende. Mais il y a en effet toujours des gens qui raisonnent, mais leur nombre est très petit. Et nous avons maintenant des procès soviétiques en France. En 2025, on a des procès soviétiques comme dans les années 30 à Moscou. C'est quand même pas un progrès, si ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Je ne fais aucune allusion au récent procès qui éradique une femme politique de la course à la présidence. Un dissident russe de ma connaissance disait aux Français, j'ai vécu dans votre futur. Oui, absolument. Comment s'appelle ? C'est Berezovski. Comment s'appelle celui qui l'a dit ? Je ne vous donne pas son nom pour l'instant. Si. Voilà, j'ai vécu dans votre... C'est ça. Et il n'a pas marché. C'est pas le nom qui compte, c'est la pensée. Et il n'a pas marché. J'ai vécu dans votre futur. Oui. Voilà. À propos de l'Europe. À propos de la France. À propos de l'Occident. De Bruxelles aussi. Voilà, à propos de l'Occident et de Bruxelles. Non, je sais bien. En tout cas, votre Lucien est d'une grande perspicacité et quand il va être pris en main par cette journaliste, il va accepter dans un premier temps et tout d'un coup, il va se rendre compte qu'on lui fait jouer un rôle. Et ce rôle, il va le détester. Oui. Mais est-ce que cette journaliste que vous détestez est consciente de ce qu'elle fait? C'est ça sa profondeur. Elle est consciente. Et à la fin, cette femme qui a vieilli, qui a été, comment vous dire, usée par les mensonges qu'elle proférait, elle comprend qu'elle s'est fourvoyée complètement. Et la profondeur de ce personnage est là. Si c'était juste un schéma que j'aurais décrié en disant ça aurait été une œuvre idéologique, c'est pas un roman à thèse du tout. Moi, je pense absolument, que non, c'est chacun de nos frères humains, de nos sœurs humains, on peut trouver cette étincelle, appelez-la divine, ou d'humanité. Toujours, il faut la chercher. Et à mon avis, la position d'un vrai chrétien, c'est ça. C'est ne jamais laisser tomber autrui, même si cet autrui vous insupporte. Vous dites très joliment, la vraie démence est cette extrême facilité avec laquelle les autres vous laissent tomber. C'est ce qui est arrivé à Lucien, ce qui est arrivé dans sa patrie, voyez-vous, parce que, enfin, le lecteur va le découvrir, c'est qu'en disant la vérité, il est pris pour un fou. Absolument. Oui, ça devient, les gens sans doute n'ont pas lu... Ça devient le Maître et Marguerite. Les gens n'ont pas lu sans doute les écrits de Saint Paul qui disaient « Dieu a rendu folle la sagesse de ce monde ». C'est-à-dire ce qu'on nous prend pour la sagesse de ce monde, elle est folle, tout simplement. Et on vit dans cette folie aujourd'hui, n'est-ce pas? Et celui qui essaie de la dénoncer passe pour un fou. Oui, mais c'est ce qui a été fait pendant le Covid. Nous avons mis un grand savant dans un hôpital psychiatrique. Nous vivons aujourd'hui ce que vous avez vécu à Moscou dans les années 30, 50 et tout ça. Pas tout à fait, Anne. Pas tout à fait. Soyons bien sûr, de façon Anne, beaucoup moins douloureuse. Tout ce qu'on se dit là, aujourd'hui, vis-à-vis de la doxa, nous aurait valu l'envoi dans le goulag tout de suite. Tout de suite, immédiat. absolument. Ou peut-être, contre ce mur vert, on nous aurait planté une balle dans la tête. Donc on n'est pas là encore. Donc essayons de pondérer les choses, sauf que les voix sont étouffées tout à fait. Le livre, il n'y a qu'un article dans les grands médias, etc. Et ça me réjouit presque. Ça m'honore. J'ai cherché, mais ça n'a aucun sens, parce qu'avoir un petit article de complaisance, quel sens a tout cela? Mais alors, ce qui est très amusant aussi, c'est qu'à la fin, le seul homme qui va aider Lucien,
c'est un royaliste. Alors ça, c'est très amusant. C'est un royaliste. Voyez-vous, nous sommes toujours dans les schémas idéologiques. C'est une femme de gauche, c'est un royaliste, etc. Mais derrière cette femme de gauche, il y a une femme, avant tout. Il y a notre sœur humaine qui s'est perdue, qui s'est fourvoyée. Tendons-lui la main juste. Donnons-lui cette chance. Et le roman, c'est de lui donner la chance, de ne pas voir en elle une pembèche complètement crétinisée par l'idéologie, etc. De dire non, il y a quand même quelque chose qui survit, qui vacille en elle. La même chose pour royaliste. Serait tellement facile de le réduire à son engagement monarchiste. Oui. Mais non, elle est beaucoup plus riche. C'est un ancien résistant, déjà. C'est un ancien résistant. C'est-à-dire, c'est une façon de dire, mais écoutez, il y avait des gens avec un engagement monarchiste très fort, mais ils ont résisté. La droite était au rendez-vous, Alain Griottret. Voilà, contre les nazis. Donc, les personnages ne sont jamais univoques dans ce livre. Absolument. Mais c'est pas le genre, c'est pas votre genre de faire des caricatures. Non, c'est pas seulement parce que nous ne sommes jamais des caricatures. Et à mon avis, écrire des romans à thèse n'a aucun intérêt. Absolument, absolument. Mais c'est tout de même étonnant, et vous le savez bien que de montrer que cet homme qui est plus tourné vers les richesses du passé que vers les promesses fallacieuses de l'avenir. C'est tout de même cet homme qui propose son aide et qui va être déterminant pour le sort de Lucien, je n'en dirai pas plus. Et pourquoi cet homme, d'après vous, vous êtes une grande et bonne lectrice, pourquoi il est allé voir l'ancien communiste qui a été exclu du parti pour son orthodoxie? Pourquoi tout à coup ce royaliste va voir cet homme et engage même une sorte d'amitié? Ça arrive aussi. Il est à la limite plus radical encore que Lucien. Parce que tout individu avec cette rupture, tout individu en rupture est plus apte à comprendre quelque chose que celui qui est enfermé dans son... Excellente réponse. Mais il y a autre chose aussi. Il y a une foi. Une foi, voyez-vous, il y a des hommes sans foi que Unamuno appelait, Miguel de Unamuno appelait les eunuques spirituels. Les eunuques spirituels. Ils sont castrés du point de vue spirituel. Voyez-vous, il y a des hommes, on rejette leur idéologie, n'est-ce pas? Je ne suis pas monarchiste, je ne suis pas communiste. Mais c'est des hommes qui avaient des convictions, Vous voyez, je préfère, vous avez des convictions fortes et c'est pour ça qu'on se comprend. Voilà, votre sortie sur les femmes soviétiques était assez extravagante, à mon sens. Mais ça ne m'empêche pas de vous parler. C'est pas qu'elles soient extravagantes, c'est qu'elles ont annoncé la situation des femmes aujourd'hui qui sont obligées de partir à 8 h du matin et qui rentrent le soir à 7 h et qui ont confié leurs enfants à des organismes de l'État, et ce qui fait que l'État maintenant possède les enfants, il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien. Enfin, je veux dire, et que les femmes ont 3 métiers et qu'il n'y a plus d'enfants, parce qu'on ne peut pas faire d'enfants, on ne peut pas faire 2 ou 3 ou 4 enfants quand on a des horaires comme on les a. Et qu'on arrive donc à des pays qui sont foutus et qui n'ont plus de démographie. On y est. On y est. Je vous signale qu'en ce moment, vous avez un président en Russie qui offre des crédits illimités pour acheter un appartement aux familles qui ont plus de 2 enfants, je crois. Non, nous en sommes loin en France. Ce serait plutôt une allocation aux familles qui ne font pas d'enfants pour ne pas dévorer le CO2. Vous le savez, nous sommes dans la religion climatique. Donc, si vous voulez, c'est hallucinant de voir que tout ce dont vous parlez dans ce livre nous arrive aujourd'hui. Excusez-moi, mais j'en suis... J'ai vécu dans votre futur. Vous avez vécu dans mon futur, absolument. Ouais. Mais ce qui est étonnant chez vous, cher Andrei, et je le vois... Le dissident s'appelait Zinoviev, vous le savez très bien. Zinoviev, bien sûr. Plus j'avance en avant dans votre œuvre et à chaque livre, je vous découvre de plus en plus chrétien et de plus en plus attentif à l'être qui est à côté de vous et à celui qui est pauvre ou malheureux. Et ce livre, ces livres vraiment dit cet amour pour l'autre. Vous parlez de Saint Paul, vous parlez de foi, vous parlez de... J'ai envie de vous dire, quand est-ce que vous devenez orthodoxe ou quand est-ce que vous êtes...
vous êtes un fantastique messager du ciel, de l'amour évangélique. C'est quand même très étonnant. Voilà, vous ne m'avez pas encore canonisé. Bientôt, au prochain bouquin, je vous canonise. TV Liberté pourrait s'en charger. Oui, vous connaissez la meilleure définition du chrétien. Oui. A phoberos thanatou, celui qui n'a pas peur de mourir. Oui. C'est tout est dit. Oui. Et quand on n'a pas peur de mourir, on se donne à l'autre, oui. on s'offre à l'autre. Oui. Vous voyez, justement parce que cette peur de mourir qui nous rend anxieux, qui nous rend possessifs, qui nous rend accumulateurs, n'existe plus. Et dans la dernière partie du roman, justement, cet idéal se réalise. Oui, vous allez dire un idéal chrétien. Vous savez, Chesterton le disait très bien, les idées modernes, ce sont des idées chrétiennes devenues folles. Oui. On dit ça du communisme aussi, parce que finalement le communisme proposait ça. On dit souvent d'ailleurs que Marx était l'opium du peuple, il était contre la religion. C'était beaucoup plus nuancé. Il disait la religion, c'est le soupir d'un être, d'une créature accablée. C'est l'âme d'un monde sans cœur. L'âme d'un monde sans cœur. Donc il n'était pas si négatif que ça. Il comprenait pourquoi l'homme cherche Dieu. C'est quand même réduire la religion. S'il y a une religion, c'est parce que les âmes souffrent. Ça signifie que vous apportez le bonheur à une âme, elle ne va plus avoir la foi. Voilà. Ce qui est complètement faux. C'est une version extrêmement réduite de notre religion. On peut très bien, devant la beauté du monde ou devant un grand bonheur, remercier Dieu et chanter les grâces. Donc c'est déjà une malformation de la religion. C'est ce qui expliquait Céline quand il disait, finalement, le seul but du communisme, c'est bouffer. Oui. Donc tout est réduit à la nourriture terrestre et non pas aux nourritures célestes. Absolument. Oui, pas la cité de Dieu qui est recherchée. Oui. Mais non, mais on ne comprend rien à Céline si on n'a pas compris que c'était un médecin et qu'un médecin est entièrement consacré aux soins et à sauver le malade qu'il a en face de lui. C'est le drame de Céline, il est là, et on l'accuse de tous les maux, on dit que c'est un violent, que c'est un épouvantable bonhomme. En réalité, il a vu qu'on se précipitait dans la Deuxième Guerre mondiale, il a vécu la Première Guerre mondiale, et il a crié au feu, et il a crié au feu tout le restant de sa vie. Et en fait, c'est par amour pour ses frères. Il y a des témoignages de ses soins aux jeunes malades qui étaient extraordinaire. Je crois qu'on n'a pas encore tout à fait compris qui était Céline. On comprendra peut-être dans 50 ans. Moi non plus. Je vous dis, pour l'instant, ce n'est pas ma tasse de thé. Il faudra que je le redécouvre. Non, mais c'est parce que vous êtes... comment vous dire? Vous êtes très au-dessus de la mêlée. Mais non. Si, vous êtes très au-dessus de la mêlée. Écrire des livres, c'est pas du tout Non, mais c'est votre esprit qui est extraordinaire. Parce que vous êtes un personnage de roman, André Makin. Vous avez vécu 1001 vie, vous la gardez secrète et très bien, mais vous avez vécu 1001 vies. Que je raconte dans mes livres. Que vous racontez, on le sent là, l'expérience de guerre et l'expérience de prison. Ça, je ne sais pas si vous avez fait de cette prison et de ce goulag, mais en tout cas, c'est d'une précision... vous témoignez comme si vous aviez bien vécu. En tout cas, les scènes de guerre sont effrayantes et très justes. Mais donc vous avez acquis une sorte de recul extraordinaire pour accueillir, pour atteindre cette sagesse qui est en vous extraordinaire et qui fait du bien, indiscutablement. Vos livres font du bien. Ça, c'est un des grands charmes de vos livres, c'est que vous donnez ce bonheur de l'amour. Daria et Lucien vivent une histoire extraordinaire. Et puis cette mise en joue du mensonge tout azimut, le mensonge qui rend laid. Ça, c'est très amusant, votre idée. Le mensonge qui rend laid. Oui, la laideur. La laideur. Oui. Et comment cet homme se rend compte petit à petit qu'il est manipulé. Ça, c'est étonnant. Mais, voyez-vous, il vient quand même en Russie avec cette doxa marxiste qui permet d'être lucide. Au moins, qui ne permet pas d'être toujours dans la vérité, mais lucide. Il vient en tant que détective, presque Sherlock Holmes. C'est-à-dire, on lui montre une chose, il dit non.
Ça aurait été très simple. Et la même chose en France, quand il arrive, il est séduit au début. Oui. Parce qu'il faut, après 30 ans passés quand même dans la Russie soviétique, oui. Quand on vient en France, dans les années 60, les 30 glorieuses, on est séduit par, comment vous dire, la facilité de tout ce qui s'offre. La nourriture, le matériel, oui. L'amour, parce oui. que c'est l'émancipation quand même assez délirante à l'époque. L'amour, voilà. Ou ce qui ressemble à l'amour, parce que vous avez, des descriptions des scènes de partous de ces fameux intellectuels qui sont gratinés. Elles sont réelles, elles m'ont été racontées telles quelles. Non mais on les connaît, Voyez-vous comme je suis assez tolérant, parmi mes amis, il y avait quelques 68 ans repentis, oui. Mais purs et durs. Et ce sont des gens intéressants. Voilà, ils m'ont raconté tout ça. Oui, mais le problème c'est que ils se sont peut-être repentis, mais c'est devenu à la mode. La baisse généralisée, la grande liberté, l'avortement généralisé, c'est venu de cette période-là, de relâchement total. Et ça s'est répandu, mais comme une mer, comme un bateau lâche son fioul dans l'océan. Et toutes les côtes sont abîmées. On en est là. Mais ne fallait-il pas passer par là pour dépasser? Vous savez, il faut être un peu dialectique. Oui, il faut dépasser. Oui. Sinon, on serait toujours tenté par cette expérience. Vous savez, le fruit défendu. Le fruit défendu. Oui. Et voilà, encore une image de la Bible. Mais et alors, cette Daria est un personnage extraordinaire, parce que c'est un personnage très russe. Elle a une force en elle extraordinaire. Il y avait beaucoup de femmes qui ont sauvé des hommes. Vous imaginez les Italiens, les Asiatiques, les Scandinaves arriver là avec les meilleurs espoirs du monde et puis se retrouver ou bien au goulag ou bien tout simplement envoyés à la guerre, comme les Espagnols. Les Espagnols qui ont fui Franco, ils se sont retrouvés après dans l'armée soviétique. Oui. Et donc, quand ils ont tout perdu, où aller? Ce sont des étrangers, mais pas seulement des étrangers, mais des étrangers suspects. Oui. Éternellement suspects. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont été ennemis du peuple, ils sont des repris de justice, et donc c'est à ce moment que ces femmes intervenaient avec cet amour oblatif, non pas un amour captatif, mais qui essaie complètement oblatif, qui se donne, qui s'offre. Mais Daria, vous l'avez très bien dit, elle a été sauvée non pas seulement physiquement. Tout à coup, il a découvert qu'il y a une autre lecture du monde. Oui. Parce que c'est un Français. Il voit le monde différemment. Il voit le monde, à la limite, il voit le monde russe mieux que les Russes eux-mêmes. Oui. Les Russes sont dans la routine. Ils disent, mais attendez, tout cela, écoutez, on est sous Staline, c'est ainsi, c'est à prendre ou à laisser. Dès qu'il dit, mais non, il y a un décalage. Vous voyez, c'est le même Céline que vous citez. Il disait, écoutez, chez nous en France, au moins, nous pouvons râler. Tandis qu'en Union soviétique, puisque c'est un paradis, on ne peut pas râler. Tout est parfait déjà. Oui. Donc si vous commencez à râler, vous allez en Sibérie. Oui. Vous voyez, il a eu cette vision extrêmement schématique, mais assez juste. Il y a aussi une peinture qui est extraordinaire. C'est ce kolkhoz qui est rayé de la carte par les autorités après la guerre, parce qu'il n'a plus d'avenir. Alors on laisse les habitants sans plus aucun secours, on leur coupe l'électricité, parce que ces paysans, il faut les dégager. C'est ce qui se passe aujourd'hui en France. Mais vous voyez, on est toujours dans votre futur. J'ai vécu dans votre futur. Mais là, c'est un peu plus, si vous voulez, un processus plus long, parce que c'est la collectivisation forcée des années 30 qui a complètement rasé la campagne russe. On a collectivisé, on a formé justement ces kolkhozes. Ça n'a jamais véritablement bien marché. Oui. Et donc, ils ont été... le système était exsangue. Et dans les années 80, oui, dans les années 70, ça a commencé déjà, tout simplement, on les supprimait. Et les gens se retrouvaient nulle part, comme ces gens-là. Mais c'est dans ce nulle part, parce Daria, elle dit, c'est nulle part. C'est nulle part. C'est là où tout à coup, l'homme était dénudé, complètement dénudé, mais débarrassé, libéré, affranchi de tout ce qui est idéologique et politique. Tout à coup, il se retrouvait seul face à l'univers, face à ce grand tout qui nous entoure. Et il se retrouve libre. C'est une forme de liberté, oui, c'est une forme de liberté tragique, certes, mais c'est une liberté. Libre.
Et là, j'avoue que cette description de ce village qui lutte pour survivre et qui devient et qui accueille d'ailleurs tous les gens qui viennent de la ville et qui n'ont plus, qui peuvent plus survivre. C'est les années 90 déjà, oui. Oui, c'est ça. C'est les années. L'éclatement de l'Union soviétique et puis tout ce qui on voit vraiment tout le film soviétique depuis 1939. Oui. Jusqu'aux années... Ce qu'il faudrait que nos gouvernants comprennent, justement, s'ils veulent comprendre la Russie, ils doivent voir toute cette histoire soviétique. Sinon, ils ne comprennent rien. Vous voyez, tout ce qui se passe aujourd'hui entre la France et la Russie, bien sûr, c'est un désastre total, politiquement et humainement, parce que là, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui meurent, il y a des Russes qui meurent, mais on oublie qu'il y a sans doute déjà des Français qui meurent. Pour l'instant, on ne dit rien. Les Anglais, c'est sûr, les Polonais sont très, très présents dans ce conflit, voyez-vous. Et comprendre la Russie sans comprendre les horreurs qu'elle a vécues, ne serait-ce que dans les années 90, où finalement c'est les gangsters qui menaient le bal, on ne peut rien comprendre. Non, mais enfin... imaginez que Ursula, cette grande aristocrate allemande, puisse comprendre quelque chose de la souffrance des soviétiques, c'est un doux rêve, cher André. Pensez que les politiques français, les députés français, dans leur grande majorité, puissent comprendre quelque chose au goulag, vous rêvez, là. Je vous aime beaucoup, mais revenez sur Terre. Je ne parle pas du goulag. Nous avons des députés qui... j'ai les pieds sur terre, Anne. Nous avons des députés qui sont complètement hermétiques à toute idée de souffrance. Sinon, ils ne voteraient pas les avortements, l'euthanasie, les impôts qui écroulent, qui ruinent tout le monde. Non, nous sommes chez des sans-cœurs absolument parfaits. À qui la faute, cher ami? À qui la faute? À la démocratie, cher ami, au vote. Au vote. Vous savez ce que vous dites maintenant. Vous me reprochez un tout petit peu gentiment mes citations chrétiennes. Non, je ne vous les reproche pas. Elles m'interrogent. Voilà. Je m'en réjouis énormément. Interrogez-vous sur cette citation de saint Augustin qui disait: oui, vous dites les temps difficiles, les temps affreux. Oui. Mais les temps, c'est nous. Oui. Et tout est dit. Les temps, c'est nous. C'est la faute aux intellectuels. Il ne faut pas charger tout simplement les gouvernants. Il faut leur ouvrir patiemment les yeux. Et les livres servent à cela, leur ouvrir les yeux. Ils ne veulent pas les lire, ils les liront un jour. Voyez-vous, le Testament français a été lu par toute la classe dirigeante d'aujourd'hui, parce qu'ils avaient l'âge d'être au collège ou au lycée. Donc ils sont passés par Makin. C'est sûr. Qu'ils veuillent ou non. C'est sûr, oui, c'est sûr. Mais les hommes futurs ne sachant pas lire, le problème est résolu, puisqu'on a foutu en l'air l'enseignement et que rien n'est fait pour changer. Donc, si vous voulez, là, mon pessimisme est grave, et heureusement, j'ai votre livre pour me remonter un petit peu et pour me rappeler qu'en effet, l'entraide, l'amitié et l'amour sont les choses qui peuvent vous faire continuer à marcher. Mais je peux vous dire que en lisant ce livre, on voit très très bien, encore une fois, que notre Europe, c'est cet avenir qui n'a pas marché. Donc, merci pour ce constat. Vous ne pouvez pas vous empêcher vous ne pouvez pas gérer la réaction du lecteur. Vous écrivez quelque chose. C'est tout ce qui nous intéresse. Mais la réaction du lecteur est une réaction... vous faites du bien à ce lecteur, indiscutablement, mais par ailleurs, quand il est conscient, est un peu lucide et un peu au courant des choses, il est quand même effroyablement conscient de cet avenir que le marxisme a voulu construire, et la démocratie en Europe,
même combat, je vous rassure, je ne pense pas que l'Europe, la vieille Europe, ait des leçons à donner à la Russie, loin de moi cette idée, et si on est dans le pétrin aujourd'hui, c'est bien parce que nous vivons dans le mensonge et dans la propagande. Nous vivons un moment négatif, de négation, et le dépassement viendra, j'en suis certain, mais il faut passer par cette Europe, cette Union européenne qui ne correspond pas du tout à l'idée européenne que je me fais. C'est pas l'Europe, on parle de l'Europe comme si tout se réduisait à la Commission et à Madame Ursula. Tout ça, c'est un épiphénomène. Ça passera, ça va être balayé, c'est déjà à moitié dans les poubelles de l'histoire. Le balai tarde à venir. J'ai envie de rappeler votre beau livre, Cette France que l'on oublie d'aimer. Parlez-moi de ce livre. Il était extraordinaire. Enfin, c'était un constat que vous avez fait déjà il y a 20 ans, je crois. Oui, presque 20 ans. Presque 20 ans. Mais il est de plus en plus d'actualité. La France est en train d'être rayée des cartes. C'est étonnant, ce livre-là. Oui, je pensais répondre, si vous voulez, à une émotion très... comment vous dire, très circonstanciée. Vous voyez, à ce jour-là, ce qui se passait, c'était la révolte dans les banlieues. Et le livre est né comme cela, comme une réponse. Et finalement, quand on a visé quelque chose justement et quand on était honnête avec ses pensées, le livre survit malgré la fuite du temps. Et j'ai rencontré, j'étais à Aix en Provence, et il y a quelques jours, et j'ai rencontré encore les lecteurs qui étaient enflammés par ce livre, justement parce qu'ils trouvaient les correspondances. Ils disaient, mais comment vous avez pu deviner? J'ai dit, mais je n'ai rien deviné, je décrivais la situation actuelle. Les premières pages du livre, c'est extraordinaire. Vous rentrez dans une église et vous voyez que la pierre est légèrement incurvée par le nombre de pas qui ont foulé cette pierre. Et 20 ans plus tard, nos églises sont vendues, transformées en salle de sport, en salle de spectacle, en bar à vin ou à bière. Et vous avez donc bien tout vu. Vous êtes à votre manière. Vous êtes ce personnage qui voit, comme tous les grands écrivains. Et oui, dernière question. Dostoïevski ou Tolstoï, en qui vous reconnaissez-vous? Tolstoï, certainement, parce que Dostoïevski, pour moi, déjà, il est un peu trop occidental. Et puis, à mon avis, il y avait quelque chose en lui qui me gêne un peu. Il essayait de mettre les préceptes évangéliques dans le romanesque. Et on sent un peu on sent quelque chose. Trop orthodoxe, Dostoïevski. Non, c'est vrai. Tolstoï. Vous savez, nous avons parlé du marxisme et de ces idées devenues folles, mais lui, Blanc, le disait très bien. Le socialisme, c'est l'évangile en action. Oui. Vous voyez, il y avait déjà cette sensation que finalement, ce qu'on va construire du point de vue sociologique, politique, idéologique, il vaut mieux quand même se référer non pas à la copie, mais à l'original. Cette pensée les habitait, Marx et les autres, tous, même Staline, l'ancien séminariste, vous voyez. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Andreï Makine, prisonnier du rêve écarlate, chez Grasset. Lisez ce beau livre, chers amis, et vous en serez heureux. Merci, Andreï. Merci à vous. Chers amis de TV Liberté, nous poursuivons cette émission avec Renaud de Bourloff. Bonjour Renaud. Bonjour Anne. Et nous sommes heureux de vous parler de cinéma, de 3 films, peut-être même 4 films. Vous avez vu le beau film Vermiglio, La mariée des montagnes. Voilà, le film qui a eu le Grand Prix du jury à la Mostra de Venise l'année dernière. Oui, en fait, on l'appelle aussi le Lion d'argent. En gros, c'est ce qui récompense le deuxième meilleur film, des meilleurs films de l'année dans ce festival de cinéma international. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le Lion d'or à Venise l'année dernière, c'était La chambre d'à côté. Vous savez, le film de propagande de Pedro Almodóvar, le grand cinéaste adoré dans la gauche caviar. Qui nous faisait l'apologie de l'euthanasie. Bien sûr. Quand c'est pas l'euthanasie, c'est le transgenrisme. Quand c'est pas le transgenrisme, Almodóvar, on a c'est l'homosexualité. Non, mais avec Almodóvar, on a tout. Et alors, ce qui m'a
ce qui m'a surpris dans cette édition de la Mostra de Venise, c'est que le Lion d'or est attribué à l'apologie de la culture de mort. Oui. Et le Lion d'argent est donc, pour ce film Vermiglio, qui est l'apologie de la vie. Oui, mais ça c'est le charme de l'Italie, si vous voulez. Oui, mais nous allons surtout dire un peu de quoi il est question, surtout les dans ce film. Les Italiens ont grand-peine à se laisser enfermer dans une seule propagande, dans une seule idéologie. Et ils ont toujours des contre-feux extraordinaires. Alors là, nous sommes dans un petit village du nord de l'Italie. Du Trentin. Nord de l'Italie, du Trentin, exactement. Après la guerre mondiale. Nous sommes dans la Seconde Guerre mondiale. Oui. Parce que c'est dans ce petit village où les soldats reviennent. Le soldat en question, qui est l'un des personnages principaux, c'est un soldat déserteur, précisément. Oui. La guerre n'est pas encore finie au début du film. Oui. Et en fait, l'arrivée de ce soldat dans ce petit village va bouleverser la vie d'une famille. Avec un villageois du coin, puisque son meilleur ami, est un villageois qui l'a sauvé, est de ce village. Et donc, il rencontre la famille, les cousins de ce villageois, parmi lesquels les trois personnages principaux sont les trois filles. Voilà, une jeune femme d'une vingtaine d'années et ses deux plus jeunes sœurs. Et en fait, il va y avoir une romance entre la fille aînée et ce soldat. Seulement, voilà, le soldat cache un lourd secret qui va finalement bouleverser toute la famille, et à commencer par la vie de cette jeune femme. Et il y a deux autres personnages, c'est les parents. Le père instituteur, qui se met sur qui met sur son gramophone un disque qu'il le fait venir de Milan ou de Rome, je ne sais plus, et cette femme qui a eu 7 enfants et qui est d'un grand courage et d'une grande liberté aussi. Alors c'est prodigieusement filmé. Il y a des images. C'est l'Italie, en fait, un soin très important attaché à chaque détail même de la vie quotidienne. C'est tout à fait ça, le cinéma italien. Et chaque personnage a une vérité. On a l'impression que ce sont des gens qui ont existé, que c'est vraiment qu'on va les rencontrer. Exactement, c'est ce qui reste un peu du néo-réalisme qui avait fait beaucoup parler dans les années 40-50. C'est un peu resté dans la manière de filmer des Italiens. Il nous transporte dans des histoires où on y croit vraiment, on se croit dans ce village, on croit que les personnages sont des personnages réels, tant ils semblent concrets, ils semblent cohérents. D'ailleurs, les acteurs et actrices sont peu connus, d'ailleurs. Absolument fou. Bon, on n'en dit pas plus, si ce n'est que ce film vaut vraiment la peine d'être vu. Peut-être pas avec seulement des grands adolescents, pas avec des gens plus petits. Alors, vous vouliez nous parler aussi d'un autre film. Oui, alors Le Dernier Souffle, je vous avais parlé tout à l'heure du film de propagande sur l'euthanasie. Alors là, on a encore un autre film sur la fin de vie, réalisé par Costa Gavras. Oui. Alors je sais, Costa Gavras, quand même. Costa Gavras, je sais, ça fait peur. Costa Gavras, c'est le fameux cinéaste de propagande de gauche. On a eu l'apologie du communisme avec dans Yves Z, Montand, dans L'Aveu, avec Yves Montand, oui, bien sûr. Donc Z et L'Aveu, qui sont de véritables chefs-d'œuvre sur le plan cinématographique, mais alors sur le plan politique, on est dans la propagande pure et simple. La propagande avec des gros sabots presque. Ouais. Et puisque vous parlez de mensonges, Costa Gavras c'est aussi le cinéaste de la diffamation contre le pape Pie XII. Absolument. Pie XII, on peut espérer qu'il sera béatifié un jour. Absolument. Non, mais il est de tous les combats de gauche. Tous les combats de gauche. Et alors ce film ? Alors, du coup, on se dit, qu'est-ce qu'on va voir ? Costa Gavras avec la fin de vie, ça va être l'apologie de l'euthanasie. Oui. Eh bien non, pas du tout, on est dans l'apologie des soins palliatifs. Et oui, parce que... C'est normal, parce qu'il vieillit, donc il sent qu'il se rapproche de la fin du film. Il préfère avoir des soins palliatifs plutôt que l'euthanasie. Il préfère avoir des soins palliatifs plutôt qu'une piqûre. Alors, effectivement, on peut faire cette interprétation. Mais c'est pas absurde. Alors, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a découvert, c'est peut-être vrai d'ailleurs, qu'il a découvert les soins palliatifs à travers un livre de Régis Debray, qu'il connaît bien. Oui. Régis Debray avait coécrit un livre sur les soins palliatifs avec un médecin qui dirigeait une unité à Oudan, dans les Yvelines, une unité de soins palliatifs qui a fermé en 2024, l'année dernière. C'est ce livre qui a servi de matériau pour ce film, où on voit un philosophe, joué par Denis Podalides, qui visite une unité de soins palliatifs dirigée par un médecin joué par Cadmerade. Donc on a plusieurs scènes, plusieurs tranches de vie. On voit des familles qui sont dans le déni puis dans l'acceptation, des familles qui se déchirent et qui se réconcilient.
Bon, faut pas avoir la phobie des hôpitaux et des maladies nosocomiales parce que sinon, ou nosocomiales, excusez-moi. J'ai pas pu y aller avec mon mari parce qu'il serait parti à la deuxième image. Oui. Bon, du coup, je suis quand même allé le voir parce qu'il fallait bien quand même commenter ce film qui est sur un sujet malheureusement d'actualité. Vous êtes parfait. Vous allez voir les films que je ne vais pas voir, Renaud. Et il faut bien donner un peu de sa personne quand même. Non, mais ça vaut le coup de le voir. Il y a quand même quelques réserves. Donc il y a des possibilités d'échapper à l'euthanasie, d'après Costa Gavras. Oui, parce qu'en fait, Costa Gavras a voulu faire de ce film un outil pour interpeller les politiques sur la nécessité de développer les soins palliatifs. Très bien. Tant mieux. Il ne nous fait pas l'apologie de l'euthanasie, du moins pas avec les gros sabots. Je mets quelques réserves parce qu'il y a quand même quelques ambiguïtés. Il y a notamment cette scène au début du film où on voit une femme âgée, jouée par Charlotte Rampling, qui a donc un tout petit rôle dans ce film, qui se plaint auprès de son médecin de tous ces médecins croyants qui ne veulent pas toucher à la vie. Si tous les médecins étaient des croyants qui ne veulent pas toucher à la vie, ça se saurait, il y aurait moins d'avortements. Non mais sérieusement, c'est même surprenant comme remarque. Et surtout, c'est un peu l'impression qu'il fait passer un message subliminal sur l'euthanasie. Mais évidemment, bon, enfin bref. Donc il aborde quand même le sujet de façon subliminale, de façon subtile. Bon. C'est pas forcément les gros sabots qu'on craignait, et heureusement, l'essentiel du film, c'est les soins palliatifs. Très bien. Parfait, merci Renaud. Et alors, le troisième film que nous avons aimé tous les deux... c'est le film dont tout le monde parle en ce moment. Donc, c'est Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, ce qui est quand même très drôle. Oui, un titre assez surprenant. En fait, c'est un film inspiré d'une histoire vraie. Oui. C'est l'histoire d'un homme, d'un avocat, qui a raconté son autobiographie. Il est le 7e enfant. Voilà, d'une famille nombreuse. D'une juive marocaine. Qui a tout fait, à Paris, qui a tout fait pour. Il a un pied beau à la naissance. Pour qu'il puisse marcher malgré son pied beau. Il a un pied beau à la naissance et elle lui fait la promesse: mon chéri, tu seras un homme comme les autres et tu auras un très beau mariage et tu auras une très belle profession. Et elle va réussir, comme toutes les mamans juives. Mais je dois dire que moi, qui suis une mère bretonne, j'ai beaucoup ri parce que elle est remarquable, l'actrice. Oui, bien sûr, c'est drôle, c'est émouvant. Comment s'appelle l'actrice? C'est Leïla... Bakri. Voilà, c'est ça. Et elle joue de façon extraordinaire, avec une foi inouïe. Même les services sociaux qui sont sur le point de lui retirer son enfant parce qu'elle finissent par reconnaître son action. Et elle aura sa médaille de la famille, ce qui est quand même étonnant. C'est quand même très très joli. Il y a des petites finesses tout le long du film. Puis surtout, en fait, on voit le parcours de cet homme et son lien avec sa mère depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il est la quarantaine à peu près, voilà. Et comment il va découvrir, peut-être tardivement, quel est le rôle que sa mère a joué, parce que tout au long de sa vie, il la trouvera évidemment trop présente. Mais, elle est très très envahissante, c'est sûr. Elle est très envahissante, et d'ailleurs, il essaye de couper son cordon ombilical plusieurs fois dans le film. Donc vous réjouirez, et c'est un film, moi j'ai beaucoup ri, et ça fait du bien de rire. Ce 4e film, c'est donc 20 ans d'écart, avec 2 acteurs fantastiques, Pierre Ninet et Virginie Efira. Et là aussi, c'est une très jolie petite un très joli petit tableau de la société avec une femme hyper efficace, cadre, dans un journal à la noix, un journal qui s'appelle Rebelle. Et alors, elle vit uniquement dans l'idée de l'efficacité de son job, et elle est quand même un peu à la ramasse, elle n'a plus d'énergie en elle et plus d'idées, et donc elle va être dégagée. Et alors elle va s'inventer une liaison avec un jeune, mais tel est pris qui croyait prendre. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est extrêmement joli, extrêmement fin. Ils jouent tous les deux de façon merveilleuse. Le jeune homme qui est Pierre Ninet, qui joue toujours magnifiquement, qui lui va tomber fou amoureux de cette femme de 40 ans qui a 20 ans de plus qu'elle. Et alors il y a des propos sur la femme d'un certain âge qui est donc périmée. C'est absolument inouï. Alors, mais c'est très drôle et on passe un très très bon moment. Vous avez des choses à voir qui ne sont pas encore sorties, que vous allez voir?
Non. À l'heure actuelle... non, pas beaucoup. On est quand même pas... Il faut beaucoup chercher, beaucoup gratter pour trouver. Le programme, en ce moment, est vraiment très pauvre. On vous a sorti les quelques pépites. Absolument. Mais on n'a pas grand-chose de plus. On se reverra au mois de mai pour on parlera du Festival de Cannes. Absolument. Je sens qu'on va rire encore une fois. On va sûrement encore avoir des perles. Merci beaucoup, Renaud. C'est moi qui vous remercie, Anne. Chers amis de TV Liberté, à très vite.